Le débat du dimanche, bienvenue à ce numéro, à ce décryptage de l'actualité africaine et internationale qui va parler du Mali avec le MNLA qui veut réintégrer le processus de négociation. Nous allons également parler de la dissolution du gouvernement en Côte d'Ivoire, la convocation à Dakar de l'ancien ministre Karim Wade, convocation à la gendarmerie, des thématiques qui seront abordées par nos invités Oumar Sangaré, juriste, Alexis Calambri du journal Les Échos, Dr Madou Diallo de l'Université de Bamako et Serge Daniel, journaliste écrivain. Côte d'Ivoire, dissension au sein de la majorité présidentielle à l'origine du malaise. Le nom du PDCI au nouveau code de la famille soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Le président Ouattara en a tiré les enseignements. Il a tout simplement dissous le gouvernement. C'est le vote en commission des députés du PDCI et de l'UDPCI issus de la coalition au pouvoir contre un nouveau code familial du gouvernement à l'Assemblée qui a été à l'origine de la discorde. Il apparaît ainsi que cela pose donc un problème au niveau donc de la solidarité à l'intérieur de l'Alliance et du soutien de l'Alliance donc au niveau parlementaire au gouvernement issu donc de cette alliance. Surpris par la dissolution du gouvernement, le PDCI en réunion de crise au siège du parti s'explique. Dans l'ancien code, il était écrit que le mari est le chef de la famille. Cette notion a été enlevée et on a dit que les deux gèrent de concert la famille. Le groupe parlementaire PDCI a fait une proposition de texte pour dire que nous sommes d'accord pour le genre, mais on ne peut pas avoir une famille sans chef. Insuffisant pour dissoudre un gouvernement selon le Front populaire ivoirien. Le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo estime que le mal au sein de la coalition au pouvoir est beaucoup plus profond. Et justement, Alexis, c'est la question que l'on se pose. Est-ce que le vote du PDCI, le nom du PDCI à ce projet de code de la famille, était-il suffisant pour qu'on en arrive à la dissolution du gouvernement? Oui, non mais écoute, la cassure était inévitable. À un moment donné, il y a un jeu de clarification. C'est vrai que le prétexte est trop léger. Hein. Il aurait pu attendre une meilleure occasion, mais il était évident que la lutte unie, le pouvoir divise. C'est vérité d'aujourd'hui, vérité de tous les jours. Docteur Diallo, le même point de vue? Non, moi je pense quand même qu'il y a quand même plusieurs aspects à prendre en compte. Le premier aspect, c'est que Ouattara, il gouverne aujourd'hui avec une majorité qui a deux piliers, son propre parti, le RDR et le PDCI. Et il faudrait surtout savoir que le projet avait été présenté par un ministre PDCI, qui était une ministre de la promotion des femmes. Et ce qu'il faudrait aussi noter, c'est que c'est le groupe parlementaire, ce n'est pas seulement des députés qui s'y sont opposés, c'est le groupe parlementaire, c'est-à-dire que c'est la direction politique du PDCI qui s'est opposée au projet porté par un ministre de leur propre parti politique. Et là, à ce niveau, cela veut dire quand même que le PDCI aurait pu faire toutes les propositions à l'intérieur de la machine gouvernementale jusqu'à l'adoption en Conseil des ministres. Donc cela veut dire que c'est une option prise par la direction du PDCI et cela veut dire également que la direction du PDCI a pris ses distances d'avec le gouvernement. Mais ce qui est important là-dessus, c'est que si Alassane Ouattara n'avait pas pris cette décision, il n'allait plus jamais être pris au sérieux par sa propre majorité. Je crois qu'il y a eu une crise dans une crise, dans la crise profonde. Alexis a dit ici lors d'une émission que le problème de Ouattara, c'est de pouvoir gouverner avec tout le monde. L'absence du FPI pose problème. Il y a une crise avec le PDCI. Le Premier ministre aujourd'hui est quelqu'un du PDCI. On va voir s'il va rester PDCI. On va voir comment Ouattara pourra gérer cette crise-là. Mais je pense que c'est l'arbre qui cache plutôt la forêt et qui doit avoir des dissensions un peu plus profondes. Ok. Oumar Sangaré, vous l'avez vu comment, cette dissolution? Bon, moi je pense que je vais abonder dans le même sens que Alexis Calambri pour vous dire effectivement que ce n'a été un peu que le couronnement d'un certain nombre de symptômes qui déjà hantaient cette coalition mise en place par Ouattara et pour qui
un peu fin observateur de la vie politique, du paysage politique ivoirien, tu ne peux pas ne pas comprendre effectivement qu'il y a une sorte, n'est-ce pas, de discordance à l'intérieur de cette équipe-là. Et nul ne peut douter, même dans les jours à venir, si Alassane a un peu vocation à s'ériger en un véritable chef d'État, prompt à régir, ou du moins à régenter selon le format de l'unité, il ne peut effectivement qu'introduire le FPI. Or, le FPI, son insertion dans une quelconque équipe gouvernementale, n'a jamais été aujourd'hui à l'ordre du jour. Chose que Alassane ne pourrait pas s'en passer si effectivement il veut se mettre au-dessus de la mêlée. Okay. Les colorations partisanes, la diversité mise en place pour constituer les différentes institutions ivoiriennes ne sont pas aujourd'hui à mesure d'apporter le creuset unitaire voulu en ce temps de relance, si toutefois on ne fait pas appel à toutes les colorations ivoiriennes. D'accord. Alexis, est-ce que cette dissolution c'est le signe de la vitalité de la démocratie ivoirienne ou bien tout simplement un prétexte pour Alassane pour pouvoir associer le parti comme le FPI à la limite, c'est une menace pour la démocratie. C'est dit, bon, vous n'êtes pas d'accord, on a vu l'Assemblée, c'est quand même le creuset de la démocratie et des débats. Je suis sûr qu'au finish, ils allaient avoir un terrain d'attente, mais tu peux pas penser que à l'hémicycle qu'on ne débatte pas et que même étant d'un même camp, qu'il n'y ait pas d'opposition, au moins sur ces questions-là, c'est pas possible. Donc, le fait de dissoudre le gouvernement parce que des alliés ont émis des opinions contraires n'est pas signe de vitalité et même d'ouverture, c'est plutôt une menace claire vraiment pour les alliés. Okay. C'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir peut-être une crise dans la crise qu'on ne maîtrise pas. On va voir s'il va reconduire le même Premier ministre. Il ne pourra pas gouverner de toutes les manières sans le PDCI. Quelle sera la place du FPI? Est-ce qu'il veut faire une place au FPI, le parti de Laurent Gbagbo, au sein de la nouvelle équipe? On verra bien. Ok. À son retour du Vatican, le président Ouattara doit rencontrer Henri Konan Bédié. Diallo, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Qu'est-ce que les deux hommes peuvent se dire au cours de cet entretien? Oui, ce qui est sûr déjà, ce qu'il y a lieu de savoir, est-ce que la coalition doit rester comme telle? Là, ça va être une première question. Si la coalition reste comme telle, là, il va aussi falloir que Ouattara puisse résoudre une autre équation. Aujourd'hui, il est allé à la dissolution du gouvernement parce que le PDCI, le groupe parlementaire PDCI a rejeté le projet de son gouvernement. Mais et si la même chose s'est reproduite dans le temps, dans quelques mois, que va-t-il faire? Ira-t-il jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est peut-être la seule solution pour lui s'il ne veut pas que son projet soit rejeté? Donc je pense quand même qu'il y a beaucoup de questions. Personnellement, je doute beaucoup si aujourd'hui le FPI va accepter d'entrer dans le gouvernement, étant donné les ennuis judiciaires de ses principaux responsables. Mais ce qui est sûr, on sait que avec les attaques de ces derniers mois, de ces dernières semaines, que véritablement il y a des problèmes en Côte d'Ivoire et Ouattara, il a besoin de tout le monde véritablement pour traverser cette situation. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, il fallait un jeu de clarification entre le FPI, entre le PDCI et le RDR. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un prétexte assez léger, mais dans tous les cas, ça marche actuellement comme, bon, il y a deux grosses pointures quand même. Donc, il faut un jeu de clarification entre les deux camps, à la limite où il va phagocyter le PDCI, ou alors il va déboucher ce qu'il peut, mais il ne peut pas avoir deux crocodiles. Ok, une dernière question sur le sujet. Omar Sangaré, est-ce que ce clash peut profiter au FPI? Bon, bien sûr que ça peut profiter au FPI, parce que d'autant plus qu'ils ont besoin d'une tribune pour s'exprimer. Donc voilà des belles raisons qui font dire et à la communauté internationale et à l'opinion jusque-là encore qui n'est pas d'accord avec la position de la coalition actuelle, que SNUI était un peu la symbiose de tous les acteurs politiques. On ne peut pas trouver un véritable schéma de relance du pays. Relance politique, relance économique, tout azimé. Quand même, il faudrait avoir un peu, étant donné même les contrariétés de l'histoire, on a besoin de toutes les colorations politiques, que ce soit du FPI et du FPI. Bon, pour revenir un peu à la préoccupation précédente, j'aimerais vous dire que Alassane aura toujours besoin de Bédié.
Parce que pour qui connaît la position de Bédié dans l'élection de Alassane, quand même ça a été l'acteur principal ou le faiseur du roi. Donc il ne peut pas ne pas être redevable vis-à-vis de cette figure emblématique du PDCI. Okay. Et effectivement, il ne pourra pas constituer une quelconque équipe sans pour autant les concerter avant. D'accord. Okay. Cap à présent sur le Sénégal. Karim Wade, entendu vendredi dernier par la gendarmerie. Le fils et ancien ministre du président Wade a été entendu 10 heures durant. Ses partisans crient à la chasse aux sorcières. Des dizaines de militants du PDS, l'ex-parti au pouvoir, étaient mobilisés près de la gendarmerie de Dakar pour acclamer Karim Wade. Le fils et ancien ministre de l'ex-président sénégalais sort d'un interrogatoire très long. 10 heures d'affilée pour en savoir plus sur sa fortune. Enrichissement illicite ou pas, l'enquête continue. Karim Wade et 6 anciens responsables sont interdits de sortie du Sénégal. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Intérieur qui conteste haut et fort la procédure actuelle. Cette cour est incompétente pour juger les anciens ministres. Seule la haute cour de justice est compétente pour le faire au terme des dispositions de l'article 101 de la Constitution. Le président Macky Sall, lui, veut que la justice aille jusqu'au bout. Un citoyen qui est convoqué, il a intérêt à aller répondre. Parce que s'il ne va pas répondre, il sera déféré d'une manière ou d'une autre. Les Sénégalais suivent de près cette affaire, la première du genre depuis l'indépendance du pays. Voilà, Karim Wade entendu par la justice, ici la gendarmerie. Docteur Diallo, est-ce que l'affaire aurait suscité tout ce buzz s'il n'était pas le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade? Oui, comme vous le dites, c'est surtout en raison de ses appartenances familiales. Mais personnellement, je pense quand même que c'est normal. Après ce qui s'est passé au Sénégal durant le régime de Abdoulaye Wade, que Abdoulaye Wade lui-même, son fils et les principaux éléments du PDS puissent se répondre devant la justice. Parce que n'oublions pas quand même que le Sénégal, c'est un pays qui est un pays démocratique. L'essentiel, c'est de respecter véritablement les droits à la défense. Et d'un autre côté, là où je suis d'accord avec les partisans de Karim, notamment l'ancien ministre Gom, c'est qu'il y a aussi la Constitution qui prévoit que le chef de l'État, les membres du gouvernement doivent être jugés par la haute cour de justice. Alors je pense bien que Macky Sall doit veiller également à ce que ces dispositions soient respectées. Alexis. Bon, en la matière, moi je suis rabat-joie. Je sais que franchement, c'est une diversion. Je dis que le syndicat des chefs d'État est une réalité. Disons, le Macky Sall a à faire valoir qu'il a une volonté d'assainir ou de tenir des promesses, mais il est évident que, bon, juste le peuple va être content pour dire que les corrompus sont poursuivis. Je pense qu'à la matière, personne ne mettrait, qu'on puisse le prouver ou pas, personne ne mettrait cette thèse en cause, mais il est évident qu'il n'en sortira rien du tout. Serge Daniel. Le problème, c'est qu'il frappe, c'est que quand un nouveau dirigeant arrive au pouvoir en Afrique, surtout en Afrique francophone, c'est que l'une des baguettes magiques, c'est de dire on va faire la lutte contre la corruption. Et finalement, ça se dégonfle toujours comme une baudruche, comme l'a dit Alexis. Karim Wade n'est pas le seul suspect. Enfin, s'il y a des suspects, c'est pas le seul suspect au Sénégal. Mais pourquoi lui et aujourd'hui? Tout simplement, à mon avis, c'est parce qu'on veut donner l'exemple. À mon avis, c'est parce que c'est quelqu'un de connu. On veut donner l'impression qu'on fait la lutte contre la corruption. Vous avez vu, je pense que la justice sénégalaise ou des politiques sénégalais pensaient à un moment que Karim Wade ne serait pas venu, n'aurait pas répondu à la convocation. Non seulement il est venu, mais il a dit « je vais rester ». Ça peut être un couteau à double tranchant pour terminer pour Macky Sall. Pourquoi? Parce qu'il est de ce parti-là. Sans ce parti-là, en fait, sans cette formation politique dans laquelle il a baigné à un moment, il n'aurait jamais été, il serait jamais devenu président de la République. Omar Sangaré, le même point de vue, pensez-vous que ce soit une chasse aux sorcières? Mais bien sûr, parce que toutes ces actions, ces tapages, ces vadrouilles menées par Macky Sall
aujourd'hui, ne sont en réalité que des signes révélateurs d'une certaine propagande politicienne. Parce qu'il veut seulement surfer sur la vague, montrer aux gens effectivement qu'il y a eu du nouveau, qu'il y a de la mutation. Mutation dans les mentalités, mutation dans les schémas de gestion et des affaires publiques. Or, tout cela souffre d'un relent de conspiration à l'intérieur même des partis, qui n'ont d'autres explications effectivement que des allures revanchardes. Donc, évitons qu'à chaque fois que le régime mute de personnes ou qu'il mute de bord politique ou partisan, qu'on assiste à ces éventuelles remises en cause des véritables acteurs politiques sur la base, effectivement, des revanches et aussi de quelque chose qui pourrait s'avérer comme faisant partie de la chasse aux sorcières. Okay. Donc le cas Karim Wade n'est pas significatif en cela qu'il est le fils de Abdoulaye Wade. Mais il devient symptomatique du fait que Macky Sall, en son temps, avait été aussi pourchassé par Abdoulaye Wade. Donc quand on essaie de renverser un peu le fardeau de la preuve, on assiste à une sorte de retournement de situation. Macky Sall, il est aujourd'hui le capitaine des navires et il essaie de se défausser sur Karim Wade pour prétendre surfer sur une quelconque popularité. Mais est-ce qu'on peut parler de retournement de situation? Nul n'est au-dessus de la loi et puis c'est une promesse électorale de Macky Sall. On n'oublie pas que Karim Wade, il a géré l'ANOCI. Ça également, on ne le dit pas. Il y a des milliards en jeu. Il doit rendre des comptes, M. Tangara. On ne dit pas que Karim Wade ne doit pas rendre des comptes, mais c'est la manière, si vous voulez. Pourquoi c'est lui qu'on met à la une, comme si on voulait donner un exemple? Je ne sais pas si vous voyez. L'ancien Premier ministre sénégalais a vécu ça. J'oublie son nom. L'ancien ministre sénégalais de Wade, Idrissa Seck a vécu. Finalement, ça s'est dégonflé comme une baudruche. Il y a des priorités aujourd'hui au Sénégal en matière de lutte contre la corruption, mais ce n'est pas en déférant uniquement le fils d'Abdoulaye Wade qu'on va régler la question. Okay. Oui, le problème à ce niveau, c'est dit que c'est comme un étendard qu'on exhibe, mais franchement, ça ne repose sur rien. Et les gens ne croient plus à ça. Vous avez vu Karim Wade qui n'a pas pu remporter la mairie de Dakar. Vous avez vu des milliers de personnes qui l'attendaient pour dire nous comprenons que c'est une injustice. Mais pour autant, est-ce qu'on va faire fi de la gestion de l'ANOCI? On parle de plusieurs milliards de francs CFA, Dr Diallo. Si vous donnez la parole à M. Diallo, vous connaissez ses positions. Non, justement, j'allais dire que honnêtement, je ne partage pas sur ce point le point de vue de Serge. Je le savais. Parce que je me dis, c'est vous justement les journalistes qui avez médiatisé. Pourquoi? Parce que vous regrettez de ne pas être journaliste? Non. Ah non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je n'ai pas votre talent. Non, ce que j'allais dire, c'est que honnêtement sur ce plan aujourd'hui, est-ce qu'on doit refuser d'interpeller Karim Wade seulement parce qu'il est le fils de Abdoulaye Wade et que en ce moment la presse va médiatiser? Parce que ce qui se passe ici, c'est que Karim Wade n'a pas été le seul entendu. Il y a d'autres membres de l'ancien régime qui ont été entendus. Mais on n'en parle pas. Parce que c'est le cas Karim Wade qui intéresse aujourd'hui. De l'ancien régime, mais des proches du président Abdoulaye Wade, mais pas ceux de Macky Sall. C'est justement ça le problème. Oui. Ah non, Macky Sall, il vient juste quand même d'entrer en fonction. Non, il a été fils héritier. Non, je sais. En fait, ce n'est pas la même chose. Ce qui s'est passé, c'est que dans ces dernières années, tout le monde sait quand même que Abdoulaye Wade a fait une gestion clanique du Sénégal. Il a fait une gestion familiale. Et ce qui s'est passé avec Karim Wade, justement, l'organisation du sommet de l'OCI, par exemple, les différents ministères qu'il a eu à occuper, des ministères d'État en quelque sorte. Donc, pour tous ces aspects, il a eu à occuper ces fonctions. C'est parce qu'il était le fils de Abdoulaye Wade. Donc moi je pense véritablement que c'est important. Ah non, il n'a pas plus de compétences que toi. Mais tu n'as pas été ministre. Omar Sangaré, peut-être un dernier mot là-dessus. Il a parlé de gestion clanique pendant les 12 ans, mais ceux qui sont aux affaires aussi ont participé à cette gestion-là. Mais écoute, de la position du fils du président à celle d'incompétent, il y a un fossé qu'il ne faut pas franchir. Je suis d'accord avec Serge Daniel pour reconnaître en Karim Wade un certain talent intellectuel. Il a d'abord posé des jalons, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du Sénégal, et il est reconnu, il est réputé pour sa rigueur dans la gestion, même si aujourd'hui, nul doute qu'effectivement, il traîne beaucoup de casseroles derrière. Quand même, il ne faut pas oublier que compte tenu de sa posture personnelle, il a quand même su s'imposer de par sa valeur intrinsèque et non de par le fait qu'il revient, ou du moins il relève la postérité de Wade. Okay. Donc, évitons de faire la confusion. Quand on est compétent, même
Même si on est fils d'un président, il faut être là où tu dois être. Voilà un peu la question. On va laisser l'affaire Karim Wade en suspense pour revenir au Mali et revoici le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui entend participer à la reconquête, je cite, de l'Azawad. Le mouvement était face à la presse jeudi dernier à Paris. Le MNLA pose ses conditions. Il veut mener la reconquête sans l'armée malienne. Reprendre la main, s'imposer comme un interlocuteur crédible auprès de la communauté internationale. Dans cette crise qui agite le Nord Mali depuis presque un an, le MNLA veut désormais se poser en partenaire des institutions africaines et occidentales contre les organisations terroristes présentes dans la région. La rébellion Touareg qui n'oublie pas pour autant son premier combat, l'indépendance de l'Azawad. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'Azawad soit indépendant, mais notre objectif aussi, le deuxième, c'est de mettre dehors tout l'ACMI, les trafiquants de drogue, et qui sont en train de piluler dans l'Azawad. Un MNLA aujourd'hui sous pression avec la perspective de plus en plus concrète d'une guerre dans le Nord Mali. Le week-end dernier au Nigeria, la CEDEAO a esquissé une intervention militaire dans la région. 3300 hommes pendant un an en territoire malien en soutien de l'armée nationale dans sa tentative de reconquête du Nord. Une opération à laquelle le MNLA veut participer, mais à ses conditions, c'est-à-dire sans l'armée malienne qu'ils ont chassée cette année de l'Azawad et contre laquelle ils sont très critiques. Nous avons vu l'armée malienne à l'œuvre dans l'Azawad et ces interventions se sont toujours soldées par de véritables carnages sur les populations civiles. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est que cette intervention est salutaire, mais avec nous. Avec l'armée du MNLA. L'armée du MNLA est prête à faire cette guerre. Participer à la reconquête du Nord Mali, une manière de se replacer au centre du jeu dont le MNLA est de plus en plus exclu. Le mouvement Touareg a perdu nombre de ses bastions dans la région, la plupart tombés dans les mains de groupes islamistes comme Ansardine, le Moudjahou et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le MNLA a en tout cas proposé à plusieurs reprises de participer à des opérations militaires anti-islamistes. L'option du dialogue et de la négociation semble désormais bien abandonnée. Voilà, le MNLA en conférence de presse jeudi dernier à Paris. Et il faut rappeler, le lendemain, vendredi, le mouvement semble avoir été défait par le Moudjahou à Ménaka. Docteur Diallo, réaction par rapport à ces interventions de la direction du MNLA? Moi, je dirais que les ridicules ne tuent plus. Pour quelle raison? Voici le MNLA qui nous a amené tous ces problèmes, qui nous a amené ACMI, qui nous a amené le Moudjahou, qui nous a amené toutes sortes de problèmes dans le nord du Mali. Et qui aujourd'hui dit, nous voulons libérer ces mêmes nord du Mali. Donc c'est pour cela que j'ai dit les ridicules ne tuent plus. Et à mon avis, il n'est pas question, une seule seconde, que le MNLA participe à la libération du nord du Mali. Même si c'est aux côtés de l'armée malienne, ce serait la plus grosse erreur que le Mali puisse véritablement commettre. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne négocie pas. Bien sûr, les négociations sont ouvertes, mais les négociations sont ouvertes pour avoir les MNLA désarmés, pour avoir Ansardine désarmés, et en ce moment, s'ils veulent participer réellement au développement, à la construction du pays, ils pourront le faire. Alexis, est-ce que cela provoque ces déclarations du MNLA? Maintenant, c'est les derniers soubresauts de naufragés. On a vu pas seulement Ménaka, Andira Boukan. Franchement, c'est pathétique leur position. Ils ont vraiment tenté de se remettre dans le jeu, de vouloir prendre au moins Gao. On a vu ce que ça a donné. Franchement, c'est ridicule et c'est pathétique à la limite, quoi. Donc, ça a au moins l'avantage de clarifier le jeu, de nous faire comprendre que on peut négocier avec MNLA juste pour voir dans quelles conditions, les conditions de reddition, mais ils ne pourront participer à rien du tout. Omar Sangari. Je dirais que c'est un volte-face que de voir les gens du MNLA se regrouper autour d'une table pour parler d'une quelconque intervention. Moi, je me dis, effectivement,
que pour quelqu'un qui a un peu la traçabilité de la configuration des différents acteurs dans le septentrion, le MNLA ne dispose de rien pour pouvoir s'imposer comme l'interlocuteur inévitable. Donc aujourd'hui, dans le rapport de force, voilà le MNLA réduit à peau de chagrin. Ce n'est même pas une organisation qui est en mesure de rivaliser avec les autres, et à chaque fois qu'ils ont tenté de s'imposer dans quelques ancrages géographiques que ce soit, elle a été défaite. Donc moi je me dis, pourquoi ne pas être d'accord avec ses propres insusceptibilités à corriger ses propres défaillances, que pour autant de s'ériger en un acteur incontournable d'un jeu qui pour autant semble l'échapper de bon. L'impression que moi j'ai, c'est que sur le plan de la stratégie militaire de reconquête du Nord, le MNLA n'est pas du tout sur la même planète que l'armée malienne. Je pense que ça ne se fera pas. Ça c'est un. Deuxièmement, ce que je souhaitais dire à propos du MNLA, c'est que à chaque fois qu'un journaliste ou qu'on doit parler de ce mouvement, etc., moi je me souviens, en janvier 2012, je faisais partie de ceux qui estimaient que le MNLA déjà sur le terrain n'existait que par les djihadistes, c'est-à-dire les islamistes. On était accusé à l'époque de soutenir le gouvernement d'ATT. Aujourd'hui, quand on dit la réalité sur le terrain par rapport au MNLA, on soutient plutôt le terrorisme international. Il faut qu'il soit plutôt modeste. À Ouagadougou, il y a des négociations qui sont en cours. Il renonce grosso modo à prononcer le mot d'indépendance, alors que en Sardine de son côté dit nous ne voulons plus appliquer la charia sur toute l'étendue du territoire national. Je crois que c'est une base de dialogue. Le Premier ministre malien est là-bas, vous le savez. Il a dit, nous allons discuter avec les Maliens qui reconnaissent la République. Donc je dirais qu'il y a de petits pas vers les négociations, pas vers la paix, c'est encore tôt de le dire. Mais de notre côté, sur le plan militaire, je ne vois pas comment le MNLA et l'armée malienne peuvent s'entendre pour reconquérir le nord du Mali. Surtout que le MNLA, comme l'a dit tout à l'heure Alexis, n'existe pas sur le terrain militaire. Voilà, justement, vous avez parlé de négociations à Ouagadougou, le MNLA qui tente de s'accrocher à Sardine. Les deux mouvements ont été reçus vendredi dernier par le médiateur Blaise Compaoré. Nous écoutons donc ce reportage de Adama Koulibaly qui était au palais de Kossiam à l'issue de cette rencontre entre le MNLA et Sardine avec le médiateur Blaise Compaoré. Les perspectives de sortie de crise et un arrêt définitif des hostilités de toute nature étaient au centre des échanges entre le président du Faso, médiateur de la CEDEAO pour le Mali et les mouvements Sardine et MNLA. Il a été question de l'établissement d'un calendrier de consultation entre les représentants de l'État malien et les responsables des communautés vivant au nord du Mali. Malgré l'enlisement du conflit, le dialogue semble l'option adoptée par la résolution 2071 du Conseil de sécurité. Le dialogue ne remplace pas l'intervention militaire et l'intervention militaire ne remplace pas le dialogue. Nous avons besoin de combiner de manière judicieuse un processus diplomatique et politique avec un processus de préparation militaire pour mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes qui constituent en réalité une menace pour l'ensemble du processus et pour l'ensemble de la sous-région. Les deux mouvements se disent engagés pour une sortie définitive de la crise. Nous n'avons aucun choix. Nous sommes favorables aux discussions pour trouver une solution à ce conflit entre le Mali et l'Azawad qui dure depuis 50 ans. Le mouvement national de libération de l'Azawad et Sardine souhaite surtout que les forces de défense et de sécurité maliennes s'engagent à arrêter toute forme d'hostilité militaire à l'encontre des populations civiles. Alexis, Sardine, MNLA, mariage de raison ou de circonstances? Bon, est-ce qu'on peut même parler de mariage? Oui, il y a une alliance de circonstances. Mais avant ça, je voudrais, à l'heure où on parle de débat, dire ceci. Juste avant, en février, donc avant ces événements douloureux, le Conseil de sécurité de l'ONU avait produit un document sur la situation sécuritaire au Mali. Donc, en gros, il disait que le Mali, d'abord, devait profiter des 20 ans du pacte national cette année pour voir les dispositions qui n'ont pas été bien appliquées, les faiblesses du pacte et réactualiser, mais qu'en tout état de cause, il ne peut avoir un accord meilleur
en dehors du pacte national. Et deuxièmement, ça disait que le commissariat au nord ne devait pas disparaître parce que justement le fait d'avoir dilué l'aide dans plusieurs structures, organisations faisait que le suivi était difficile. Donc je pense qu'en ce moment, il nous faut revenir à ces deux faits pour entrer dans une négociation. Mais en tout état de cause, actuellement, le fait que ces deux structures qui ont tenté un moment de s'unir, qui n'ont pas pu s'entendre, se retrouvent, c'est des alliances de circonstances, mais il n'y a rien de sincère dedans. Ok, Dr Diallo, un moment, MNLA et Ansardine étaient ensemble pour attaquer les positions de l'armée malienne. Aujourd'hui, les deux mouvements sont ensemble pour négocier. Qu'est-ce que vous pensez de l'alliance entre les deux? Déjà, ça va être difficile à concrétiser, mais à mon avis, c'est vraiment pour peut-être même une courte période, en fonction des intérêts du moment. Parce que n'oublions pas quand même qu'il y a la pression de l'intervention militaire internationale. Et c'est cette pression qui fait aujourd'hui que les MNLA et Ansardine font semblant véritablement d'aller à des négociations. Et je pense bien que ça les amène obligatoirement aujourd'hui à collaborer et à coopérer sur un strict minimum. Mais là, ça prouve également que les MNLA n'ont même pas de principe. Parce que les MNLA dit nous sommes pour la laïcité, mais de l'autre côté, Ansardine nous dit, oui, nous renonçons à l'application de la charia sur toute l'étendue du territoire malien, mais nous allons l'appliquer dans la zone sous notre contrôle, c'est-à-dire à Kidal. Moi, je dirais que là, c'est véritablement une déclaration qui n'a même pas de sens. Déjà, ils n'avaient aucun contrôle sur les restes du Mali, et ce qui faisait que leurs exactions, c'était sur les populations civiles dans les zones sous leur contrôle. Alors, si ils disent aujourd'hui, nous allons continuer à appliquer la charia dans ces mêmes zones, cela veut dire qu'ils vont continuer à s'aimer véritablement la terreur. Okay. Pour moi, négociation, oui, mais il faut des préalables. Il faut véritablement montrer qu'il y a la bonne foi. Il faudrait véritablement montrer également qu'il renonce à toute forme de violence et d'exaction sur les populations, y compris l'application de la charia. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Et je pense que le MNLA a compris que pour exister, il faut forcément faire d'abord une alliance avec le officiel, cette fois-ci avec le Ansardine, pour pouvoir peser dans les négociations. Mais il faut comprendre, à mon avis également, par ailleurs, la préoccupation de la communauté internationale. La communauté internationale, à mon avis, n'a pas les moyens aujourd'hui de frapper à la fois dans les 3 régions du nord du Mali. Donc l'idée, c'est de déconnecter les djihadistes locaux, c'est-à-dire Ansardine et MNLA, et ceux qui restent du MNLA, des autres. Or, le Ansardine, le fief d'Ansardine, c'est la région de Kidal. Et la région de Kidal, on l'a dit ici la dernière fois, c'est 260 000 km². C'est quasiment le Bénin et le Togo réunis. 260 000 km², vous avez 150 000 km² de massifs montagneux. Frapper là-bas, c'est difficile. Si on peut épargner cette zone de frappe, et concentrer les frappes à Gao et à Tombouctou, dans une certaine mesure, ça peut peut-être faire avancer les débats. Je pense qu'il faut voir, du point de vue de la communauté internationale, cette volonté aussi de ne pas généraliser le conflit, de ne pas détruire tout le nord du Mali. D'où, ce qui intéresse les médias, la médiation également, c'est de pouvoir extirper des rangs des djihadistes les Maliens, c'est-à-dire du MNLA et d'Ansardine. Et le Premier ministre, comme on l'a dit tout à l'heure, était à Ouagadougou. Il a dit, nous allons négocier avec le MNLA et Ansardine. Cela dit, il va falloir que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra revienne à Bamako pour convaincre les Maliens de la nécessité, de l'utilité de pouvoir négocier avec tous ces groupes-là. Omar Sangaré. La perception véritable que moi j'ai de la nébuleuse de ces envahisseurs du Nord, c'est que effectivement mon angle de perception ne me permet pas de rentrer dans le jeu de la dissociation de ces acteurs. C'est les mêmes, c'est des détracteurs de la République, ils sont contre l'unité. Peut-être sur un fond beaucoup plus varié que divers, sinon réellement quand ils venaient, au moment où ils s'attaquaient au Mali, ils étaient quand même animés d'un seul et même postulat. C'était le postulat de la dissidence d'avec la République. Maintenant, si on doit partir sur la base d'une négociation, moi je pense qu'effectivement, il n'y a pas à privilégier quelqu'un au détriment de l'autre. Si frappe, il devrait y avoir, c'est une frappe globalisée, mais contre des acteurs qui auparavant s'étaient constitués dans des creusets
unique. Maintenant, il peut y avoir discordance, je ne sais pas sur quelle base, parce que la lame de fond idéologique qui anime tel ou tel appareil, n'est-ce pas, que ce soit les MNLA, Ansardir, le Mijaou ou autres, ou ACMI, moi j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir des divergences d'intérêts locaux, mais ce n'est pas des divergences qui ont pour nature ou pour explication le fait d'appartenir à l'ensemble malien. Donc c'est un peu ça. Je voulais préciser quelque chose. Quand on parle de négociation et des groupes, c'est vrai qu'on dit toujours le MNLA ne représente rien. D'accord, on peut le dire. Mais de l'autre côté, quand même, regardons la réalité en face. L'armée malienne ne contrôle pas 1 centimètre carré dans le nord. Oui, okay. Mais quand on écoute les mouvements, que ce soit MNLA ou Ansarine, Serre Daniel, il y a une crainte commune, c'est les hostilités de la part de l'armée malienne. Est-ce que ces craintes-là ne sont pas la dimension des exactions commises par les deux mouvements? Parce qu'ils ont commis des exactions maintenant qu'ils ont peur des représailles. Mais c'est évident, il y a eu des rapports des associations de défense des droits de l'homme, des associations maliennes, des associations internationales. Tous les groupes qui sont sur le terrain ont commis des actions vis-à-vis des populations civiles. Okay. Voilà, nous restons toujours au Mali pour parler cette fois-ci de cette situation au sein de la police. 5 commissaires de police enlevés, amenés au GMS et ensuite libérés à l'issue d'une médiation du Haut Conseil islamique. La police malienne était encore à la une de l'actualité cette semaine, avec également la manifestation de près de 400 éléments qui souhaitaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et pourtant, Dr Diallo, on croyait que la paix des braves avait été scellée déjà entre les différents corps, les différentes unités de la police malienne. Oui, et je trouve cela vraiment dommage, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où les forces de défense et de sécurité doivent se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire la libération du Nord, et surtout ces différents mouvements, c'est que peut-être les acteurs eux-mêmes ne savent pas, c'est que aussi bien les chancelleries, aussi bien la communauté internationale, tout le monde a les yeux braqués sur ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Donc cela veut dire que tout cela, ça va continuer à faire peur aux partenaires qui vont dire non, le Mali, il n'y a pas encore de stabilité politique. Donc ça va véritablement jouer sur la bonne évolution de la transition, le retour, pourquoi pas, des investisseurs un peu par rapport au Mali aujourd'hui. Parce que nous connaissons beaucoup de difficultés, les retours un peu des ONG, des projets, etc. Ce qui fait que véritablement, il faudrait que l'on se ressaisisse et que véritablement les forces de sécurité montrent qu'elles se donnent la main pour l'essentiel. Alexis? Bon, c'est vrai que la police est une force civile, certes avec des missions de défense, mais je pense, en tout cas, c'est inquiétant. C'est inquiétant en ce sens que elle s'est, disons, attaquée à sa hiérarchie. Et ça, c'est des choses qui ne s'effacent pas comme ça. En même temps, ça prouve que la mission du capitaine Boli a tout son sens. Capitaine Sanogo a tout son sens et que ça urge. Et que, bon, en tout cas, voici, il y a des faits, du travail, du pain sur la planche. Okay. Mais c'est inquiétant. Mais certains pensent aussi qu'il faut remilitariser encore la police. S'il y a des sorties, des démêlés, des débrayages, qu'il faut peut-être remilitariser pour apporter plus d'ordre. Ça, c'est le rôle du politique, c'est aux politiques de décider s'il faut remilitariser la police ou pas. Mais moi, je vais aller plus loin dans l'analyse. Il y a 2 camps au sein de la police, 2 syndicats. En tout cas, 2 principaux syndicats qui se regardent en chaîne de faïence. C'est la 2e fois qu'ils s'affrontent. C'était brutal. Des arrestations, des enlèvements. Je pense que c'est la responsabilité de la hiérarchie de la police qui est en cause. C'est-à-dire que la hiérarchie de la police, c'est-à-dire les 2 camps ont une hiérarchie. Il appartient à cette hiérarchie de dire, vous avez tort, voilà, vous serez punis, vous avez tort, vous n'avez pas tort. Quand la hiérarchie de la police, je veux dire la haute hiérarchie de la police, ne prend pas même un communiqué pour condamner ce qui s'est passé, pour dire voilà qui a raison, qui a tort, voilà les mesures que nous prenons, ça veut dire que demain vous pouvez avoir la même chose. Et Diallo, tout à l'heure le disait, la communauté internationale qui vient au secours du Mali vit ça avec tristesse. J'ai un ami diplomate allemand qui m'a dit par exemple hier, ah oui, est-ce qu'on peut se voir la nuit avec ces histoires de police dans la rue? Ça donne pas une bonne image du pays, et les responsables, ceux qui sont chargés de diriger la police,
doivent prendre leurs responsabilités. On s'achemine vers la fin de l'émission. Un dernier mot là-dessus, Sangaré? Bon, moi je pense qu'avec le scénario, n'est-ce pas, des affrontements internes au sein d'un bloc qui auparavant se présentait comme un bloc monolithique et compact comme la police, moi je pense que la nécessité aujourd'hui s'impose à tout le monde, l'urgence s'impose pour qu'effectivement on puisse restructurer davantage cette équipe-là. Mais sur la base de quoi? Je suis d'accord pour le principe effectivement que toute orientation, toute restructuration soit l'œuvre du politique. Mais je ne suis pas d'accord que la politique soit aujourd'hui l'acteur, la politique soit l'acteur majeur pour au moins disloquer les grands ensembles. Aujourd'hui, les deux grands syndicats dont parlait Serge Daniel, pourquoi ils se regardent en chien de faïence? Parce qu'effectivement, il y a eu velléité de primauté de l'un sur l'autre, n'est-ce pas? Il y a eu des traitements de préférence, des traitements préférentiels de l'un par rapport à l'autre. Donc toutes ces animosités ont fini par exaspérer l'un et l'autre camp, et si on ne fait pas attention, tous ces déséquilibres à l'intérieur de ce corps, ils risqueraient de malmener, n'est-ce pas, littéralement, la nécessité ou la possibilité pour la communauté internationale d'intervenir, chose qui ne milite pas à la faveur du Mali. Évitons les bavures, évitons les dégénérescences. La police doit rester un ensemble uni et un ensemble dûment responsable pour s'engager à fond, dans plénitude, pour la restriction d'un Mali nouveau. D'accord, on s'achemine vers la fin de l'émission. On ne pourrait pas parler de Gaza qui est sous les bombes israéliennes. La ville est régulièrement pilonnée depuis une semaine. Les frappes proviennent aussi bien du ciel que de la mer. Au moins 20 000 réservistes auraient déjà rejoint leur unité. On en parlera dans les prochains numéros du débat du dimanche. Merci d'avoir suivi le présent. Nous recevions Oumar Sangaré, juriste, Alexis Kalambri du journal Les Échos, Dr Amadou Diallo de l'Université de Bamako et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre numéro.